Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo facecam. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais on va essayer, j'ai envie de tester une nouvelle chose. Je vais présenter en fait dans cette vidéo un musée, enfin j'appelle ça comme ça parce que je vois pas comment appeler ça autrement, avec plein de panneaux d'informations, de faits, de curiosités en fait en astronomie. Et en fait, j'ai fait ça sur un serveur Minecraft Onrix. C'est un serveur sur lequel je joue régulièrement en stream. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais, hein, je mettrai le lien en description. Et puis voilà, je vais vous faire visiter. C'est une première partie, je prévois de l'agrandir ultérieurement. Mais ça, je verrai une fois que j'aurai tout construit, tout affiché, etc. Je pense que si celle-ci marche bien, si j'en suis satisfait, je ferai une seconde vidéo. Et donc je vais vous laisser avec la visite du petit musée. Je sais pas ce que j'ai dit, c'est pas grave. Rien n'a été écrit dans cette vidéo, c'est totalement improvisé là. Donc voilà, je vous laisse avec ça et puis je vous retrouve à la fin. On commence du coup avec les toilettes de l'espace. Dans l'espace, du coup, sans gravité, c'est difficile de faire tomber dans les toilettes. Du coup, ils utilisent un aspirateur. Avec une caméra bien sûr pour bien viser, parce que si ça se met à flotter, si le caca se met à flotter un peu partout dans la station, ça va être chaud patate. Donc ils n'ont pas le choix, hop, un aspirateur au cul, une caméra, on vise bien, on fait ses affaires, et puis à la fin, c'est nettoyé. Pour le pipi c'est pareil, hein, hop, aspirateur. Alors du coup, il y a un embout pour les hommes, un embout pour les femmes. Hein. Un peu plus facile du coup de bien placer l'embout que pour faire caca, mais bon, c'est dans tous les cas, on aspire, c'est la seule solution pour éviter que ça flotte un peu partout. Nouvelle suivante. Quelle est la différence entre astronaute, spationaute, taïkonaute, cosmonaute, viomanaute? En fait, c'est totalement la même chose. Initialement, on utilisait spationaute en Europe. Maintenant, en fait, on utilise vraiment astronaute, qui s'utilise aussi aux États-Unis. Au Canada, ils s'utilisent plutôt spationaute. Taïkonaute, c'est en Chine. Cosmonaute, c'est en Russie. Le terme qu'ils avaient inventé à l'époque de l'URSS. Et viomanaute, c'est en Inde. Là, du coup, c'est plusieurs choses sur différentes planètes. Il pleut des diamants sur Uranus et Neptune. Alors, après, on n'a pas vu directement une pluie de diamants. C'est vraiment que de ce qu'on sait des planètes, de la présence de carbone, des conditions de pression, de température, etc. Tout porte à croire qu'il est possible qu'il pleuve des diamants. Maintenant, il faudrait qu'on envoie une autre sonde, en tout cas quelque chose qui puisse étudier les planètes d'un peu plus près et nous en dise un peu plus sur vraiment s'il y a vraiment ces fameuses pluies de diamants. Les seules sondes qui ont exploré en fait ces planètes, ça va être Voyager 1 ou 2, je sais plus, bon c'est pas grave, je mettrai un petit mot après la vidéo, mais voilà, c'est au moins l'une des deux, si c'est pas les deux sondes seules sondes en tout cas qui ont visité la planète. De l'eau sur la Lune, alors oui, il y a en tout cas de l'eau, de la glace d'eau sur la Lune. C'est de la glace en fait qui se situe à l'intérieur de cratères qui sont jamais éclairés par le soleil, principalement du coup au pôle, parce que après sur tout le reste de la surface à un moment ou un autre c'est éclairé.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de missions en fait à destination de la Lune programmées par Chine, Russie d'un côté, et puis les missions Artemis de l'autre côté via l'Europe, États-Unis et de beaucoup d'autres pays dans le monde qui visent en fait le pôle sud, parce que derrière l'exploitation des sources d'eau, ben ça permettrait en fait de pouvoir nourrir derrière, enfin faire vivre des astronautes sur place, et potentiellement aussi de s'en servir comme carburant pour fusée qui décollerait de la Lune pour aller un peu plus loin dans le système solaire. Parce que l'avantage de décoller de la Lune, c'est que comme il y a moins de gravité, moins besoin de force pour décoller, du coup il nous reste plus de carburant à la fin, et derrière on peut l'utiliser pour accélérer plus longtemps, aller un peu plus vite, voire aller un peu plus loin du coup. Vénus, 400 degrés en surface en tout cas, au niveau de la surface, 90 bars de pression, ça peut être sympa pour faire bronzette peut-être là-bas, ou pour cuire quelque chose. Enfin, ça va cuire très très vite par contre. Et du coup, voilà, il y a des sondes qui ont été sur Vénus, des sondes russes, certains, qui ont pris pas mal de photos de la surface, qui, pour les plus résistantes, ont dû tenir quelques minutes ou quelques heures, pas plus, à la surface. De l'eau qui coule sur Mars. Alors, de l'eau entre guillemets, en tout cas, il y a un liquide qui coule sur Mars pendant la saison chaude. En fait, ça remonte depuis les souterrains grâce à la chaleur de la saison chaude. Et puis, comme une fois arrivé à la surface, il n'y a quasiment pas de pression atmosphérique. Le liquide il se met presque instantanément à bouillir. Et du coup, ça crée en fait des écoulements qu'on a pu constater sur le temps, sur des flancs de falaises de montagne, enfin des flancs de montagne plutôt, ou en tout cas des côtes sur Mars, qui on voit qu'il y avait des espèces de traînées noires qui évoluaient au fur et à mesure des prises de vue. Et en fait, c'est l'explication en tout cas qu'on a trouvé, ces espèces de coulées, voilà, qui sont à la surface de Mars. Et puis une dernière sur Jupiter qui fait quand même comme diamètre 11 fois la Terre. Et d'ailleurs je ne l'ai pas noté, mais je pense que je devrais le mettre. La grande tache rouge qui fait quand même la taille de la planète Terre. C'est quand même impressionnant. On passe à la suite. 1 an sur Mars, 2 ans sur Terre. Mars, nous on fait un tour autour du Soleil. Mars, elle en fait la moitié. C'est pour ça que en fait sur Mars on peut y aller que tous les 2 ans, parce que on s'arrange toujours pour que Mars et la Terre ils soient à peu près à proximité, pour que emprunter en fait le chemin le plus court, quoi, tout simplement. Parce que si nous on est d'un côté du Soleil, Mars de l'autre, la sonde elle ça va être des 300-400 millions de kilomètres au moins minimum, même plus, parce que là j'ai 400 millions, ça serait à vol d'oiseau en traversant le Soleil. Ça serait compliqué quand même de traverser le Soleil. Ça prendrait des années en fait d'aller sur Mars, alors que là en fait si on attend qu'elles soient au plus proche l'une de l'autre, ça prend à peu près 6 à 8 mois. Sur Mars, une journée ça dure à peu près 24h30, similaire à ce que autant que ça prend sur Terre en fait, et on appelle ça un sol. Et un petit truc que j'aime bien aussi, c'est quand le soleil il se couche sur Terre, il devient rouge parce que la composition de l'atmosphère filtre certaines couleurs et il n'y a que principalement le rouge qui nous parviennent. Sur Mars, en fait, grâce au même principe, c'est le soleil il devient bleu. Et c'est la couleur bleue qui parvient au mieux, donc le soleil qui se couche sur Mars, il est bleu.
On continue sur les planètes, du coup. Pluton n'est plus considéré comme une planète depuis 2006. Il n'y a que les USA qui se battent pour qu'elle retrouve ce statut de planète, parce que c'est la seule qui a été découverte par un Américain, et c'est surtout pour avoir la fierté de dire il y a un Américain qui a découvert une planète. En fait, pourquoi ils ont décidé de plus la considérer comme une planète? Parce que ils trouvaient de plus en plus, enfin, les scientifiques en tout cas trouvaient de plus en plus de corps similaires à Pluton dans le système solaire. Il y en a entre Jupiter et Mars dans la ceinture d'astéroïdes. Il y en a d'autres dans la zone où orbite Pluton, ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et du coup, on se serait retrouvé avec au final 15 000 planètes dans le système solaire. Du coup, ils ont rajouté une condition au simple fait d'avoir une certaine masse et d'orbiter autour du Soleil. C'était d'avoir nettoyé en quelque sorte son orbite, c'est-à-dire via son influence gravitationnelle, avoir soit aggloméré toute la matière qu'il y avait sur l'orbite, soit l'avoir expulsée au loin dans le système solaire. Et du coup, Pluton ne remplit pas cette condition. Ils ont donc considéré Pluton comme ce qu'on appelle une planète naine, et du coup il y a beaucoup d'autres astres similaires à Pluton qu'on a enregistrés dans cette catégorie des planètes naines. Il y a Cérès, entre autres par exemple, qui se situe entre Mars et Jupiter. Je continue avec Titan, un satellite de Saturne. On a constaté en fait sur Titan via la sonde Cassini qui était en orbite autour de Saturne qu'il y avait des lacs d'hydrocarbures. Alors après, ça veut pas dire c'est des lacs de pétrole, c'est vraiment une matière similaire. Qu'il y avait des variations en fait de son niveau. Comment dire, à certaines saisons, la surface diminuait, ça réaugmentait, ça diminuait, ainsi de suite. Signe que voilà, cela qui variait en niveau en quelque sorte. Et l'explication qu'on a trouvée, c'est qu'il pourrait exister un cycle d'hydrocarbures à la manière du cycle de l'eau sur Terre, c'est-à-dire les lacs qui s'évaporent, qui retombent sous forme de pluie, ça s'évapore, ça retombe sous forme de pluie, et ainsi de suite. Et ça pourrait être la même chose du coup sur Titan. Il y a eu une sonde Huygens qui a atterri sur Titan. Quelle est la différence entre une lunette astronomique et un télescope ? Parce que des fois, dans l'association d'astronomie où je fais partie, il y a souvent des gens qui disent ça c'est un télescope, ça c'est une lunette. Bon, après, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on peut tout à fait comprendre, il n'y a pas de souci. Et du coup, on leur explique, une lunette astronomique, c'est composé uniquement en fait de lentilles. Et un télescope, vous aurez au moins un miroir à l'intérieur. Je continue avec les planètes gazeuses. Jupiter, Uranus, Neptune ont aussi des anneaux, mais simplement ils sont tellement fins, tellement ténus qu'on n'arrivera pas à les voir en tout cas avec un télescope terrestre. Uranus d'ailleurs, je sais qu'ils ont été découverts en fait parce que il y avait une étoile qui passait derrière Uranus et on a vu que cette étoile en fait un peu avant et un peu après de la planète, il s'est mis en quelque sorte à clignoter. On signait qu'il y avait quelque chose en fait qui passait devant. Et on a compris en fait que c'était passé derrière des anneaux de la planète. Donc qu'il y avait aussi des anneaux assez fins. On peut donc voir uniquement ceux de Saturne qui font à peu près 3-4 mètres d'épaisseur. C'est pas très gros du coup, ce qui explique pourquoi l'année prochaine en fait les anneaux de Saturne on va les voir par la tranche, enfin les voir, en réalité ils vont disparaître pendant un bon mois, de fin mars jusqu'au début mai en fait on ne les verra plus, parce que voir quelque chose de 3-4 mètres d'épaisseur à environ, à 1,5 milliard de kilomètres, c'est pas gagné.
Un astéroïde, quelle est la différence entre un astéroïde et une météorite? L'astéroïde, il est dans l'espace, et la météorite, en fait, c'est un astéroïde qui est tombé sur Terre, tout simplement. D'ailleurs, quand on les analyse, qu'on les étudie, on se rend compte que c'est des objets qui peuvent être très riches en ce qu'on appelle les métaux rares. Des métaux qui, comme leur nom nordique, qui sont assez rares sur Terre, qui ont migré en fait pour la plus grande partie vers le centre de la Terre lors de sa formation, qui ont formé le noyau, le manteau supérieur, etc. Enfin, on va pas rentrer dans les détails de la composition de l'intérieur de la Terre, c'est pas le sujet dans l'immédiat, mais qui ont migré vers le centre de la Terre, et qui au final, leur mouvement en fait crée le champ magnétique terrestre qui nous protège de pas mal de rayons nocifs du Soleil. Ça, c'est un petit clin d'œil pour tous les médias un peu putaclic qui parlent d'un astéroïde qui va frôler la Terre. Voilà, on va frôler la destruction, et patati patata. Et en fait, le truc passe à des millions de kilomètres de la planète. Et en fait, on court absolument aucun risque, quoi. Ces astéroïdes, en tout cas pour ceux qui croisent l'orbite de la Terre, on les appelle les géocroiseurs. Et on les recherche, on les étudie, on vérifie régulièrement leur trajectoire pour faire au mieux et prévoir au mieux en fait une éventuelle collision. Et au cas où ce serait un astéroïde métallique, en tout cas de composition métallique assez imposant qui viendrait se cracher, il pourrait faire du coup pas mal de dégâts, et du coup on pourrait s'y préparer aussi longtemps que possible, en tout cas à l'avance. Du coup là je reparle vers des du champ magnétique terrestre créé par les mouvements d'un liquide de composition métallique. C'est un métal en fusion en quelque sorte, qui tourne autour du noyau terrestre en quelque sorte, et qui crée derrière le champ magnétique, en tout cas qui le maintient. Il a fallu qu'il se crée initialement quand même le champ magnétique d'une certaine manière, et ce mouvement continu fait qu'il maintient en place le champ magnétique, qui s'inverse d'ailleurs régulièrement, le nord qui va au sud, le sud qui va au nord, de temps en temps. Après, une dernière chose à propos de la vie ailleurs sur Terre. On a longtemps pensé en fait qu'on était seul dans les... en tout cas, on a longtemps affirmé que on était seul dans l'univers, même si avant, avec les découvertes avancées, je recommence. On a longtemps pensé être seul dans le système solaire. Je recommence. On a longtemps pensé être seul. Je vais pas y arriver. On a longtemps pensé être seul dans le système solaire. Non, je vais pas y arriver. On a longtemps pensé être le seul système solaire de la galaxie, ou peut-être de l'univers, même si au fur et à mesure des découvertes en astronomie, ça paraissait de moins en moins plausible. C'est en fait, on en a eu vraiment la preuve officielle en 95, où c'est vraiment l'année. Il y a eu la confirmation officielle de la première exoplanète découverte, la première planète qui tournait autour d'une autre étoile que le Soleil.
même si on commençait à avoir des petits indices par-ci par-là un peu avant, mais ça pouvait pas faire office vraiment de preuve formelle. Aujourd'hui, on en décompte 5653, en tout cas au moment où j'ai créé ce panneau, mais en fait tous les jours on en découvre des nouvelles, beaucoup qui sont des planètes à peu près du gabarit des géantes gazeuses de notre système solaire, d'autres qui sont telluriques, c'est-à-dire solides comme Terre, Mars, Vénus, etc. Et puis le but c'est surtout que on arrive à trouver un jour une planète qui soit de taille, de masse similaire à celle de la Terre, qui soit à peu près à la même distance de son étoile, pour peut-être y rechercher des signes que y aurait de la vie dessus, ou en tout cas une forme de vie, pas forcément des petits hommes verts, juste une forme de vie, hein, ne serait-ce que je sais pas, des bactéries, juste des animaux basiques, et puis qu'on pourrait avoir des indices qu'elles puissent exister en tout cas. Et enfin, je vais terminer là-dessus, sachant que chaque étoile va avoir au final son système de planètes, sachant le nombre d'étoiles dans la galaxie, le nombre derrière de galaxies dans l'univers. La grande question c'est vraiment, est-ce que c'est possible qu'on soit seul dans l'univers ? Alors, de mon avis personnel, ça paraît peu probable, mais encore une fois, ça veut pas obligatoirement dire des petits hommes verts qui voyagent en soucoupe volante et qui vont nous rendre visite de temps en temps, comme certains pourraient le croire. Ne serait-ce qu'une forme de... Enfin, je sais pas, une planète qui serait habitée que par une forme de vie microscopique, que des bactéries, voilà, ça resterait quand même de la vie extraterrestre. Bon, les bactéries risquent pas de construire des vaisseaux spatiaux et de venir nous visiter, mais voilà, c'est de vie, on parle de vie au sens large, hein, pas vraiment de forme de vie qui nous serait similaire. Et puis ah oui, j'allais dire on termine, non. Il en reste deux. D'abord celui-ci, les astronautes qui voyagent dans le temps. C'est-à-dire que avec la théorie de la relativité d'Einstein, on sait que en se déplaçant de très grande vitesse, le temps se déroule moins vite pour nous. Quelqu'un qui se déplacerait à des vitesses proches de celles de la lumière, derrière, pour lui, le temps se déroulerait lentement, pendant qu'il se déroulerait à vitesse entre guillemets normale sur Terre, et du coup, lui voyagerait en quelque sorte dans le futur. Alors, pour que vraiment on puisse voyager dans le futur, il faut effectivement voyager avec des vitesses proches de celles de la lumière, ce qu'on est très 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 loin d'atteindre à l'heure actuelle. Les astronautes qui sont dans la station spatiale internationale, la station elle tourne à 28 000 km/h autour de la Terre. Certes, ils vivent en quelque sorte moins vite que nous, mais ils vont gagner quoi, des millièmes de seconde, pas plus. Comparé derrière aux effets de l'impesanteur sur le corps, on sait que ça peut causer des problèmes cardiaques qui sont plus exposés en radiation spatiale, donc ça veut dire plus de risques de maladie. Ils avaient fait l'expérience d'ailleurs de jumeaux, un qui était resté sur Terre, qui servait entre guillemets d'étalon, et un autre qui était allé dans l'espace, et ils ont pu comparer comme ça l'effet sur un corps identique, le fait qu'il reste sur Terre et le fait qu'il reste dans l'espace. Et enfin, le meilleur pour la fin, cette fois-ci c'est vraiment la fin. Est-ce que dans l'espace, ça fait les astronautes, ils font des folies de leur corps ? En fait, on ne sait pas.
On n'a aucune preuve ou témoignage de leur part que il se passe des choses à ce niveau-là. En fait, on sait que les fluides corporels, ils sont, la répartition des fluides corporels est modifiée dans le corps quand ils sont dans l'espace. C'est pour ça que des fois ils ont des têtes un petit peu plus joufflues que sur Terre quand ils sont dans l'espace, parce que il y a le sang qui se répartit de façon différemment, le cœur il pompe moins, enfin il y a beaucoup de choses qui changent quand on est dans l'espace. Et du coup, ça pourrait, ça a de fortes chances d'affecter les capacités à être, on va dire, excité dans l'espace. Donc, les astronautes, peut-être, ils osent pas trop en parler parce que, pour pas dire, dès que je vais dans l'espace, je deviens impuissant. Ça, peut-être que ils auraient peur que ça fasse mauvaise figure. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça reste un sujet assez tabou, assez à la discrétion, on va dire, de chaque astronaute, sachant qu'aucun, pour l'instant, n'a vraiment accepté de témoigner à ce sujet-là. À ce sujet-là aussi, il y a eu une histoire qui a circulé, comme quoi à l'époque de l'URSS, les Russes auraient envoyé du coup dans l'espace un homme et une femme auxquels ils auraient proposé de, pourquoi pas, essayer de s'amuser un petit peu dans l'espace, de coucher ensemble dans l'espace. Alors, étant donné le secret qui a beaucoup entouré le domaine spatial dans l'URSS, on n'a jamais eu vraiment de confirmation officielle. Ça a pu très bien avoir lieu, et puis les Russes au final l'ont jamais confirmé. Ça a pu ne pas avoir lieu, être resté que des rumeurs. Ça a pu, je sais pas, s'être pas forcément bien passé, et puis au final, comme ils avaient tendance à communiquer sur leur mission uniquement quand ils réussissaient, pour dire voilà, regardez, le communisme c'est génial, ça fait des choses extraordinaires, si ils ont tué le sujet, ou ils ont ils ont jamais communiqué dessus du coup. Mais bon, que ça ait lieu ou pas, je pense qu'au final on saura peut-être jamais si vraiment ça a eu lieu ou pas. C'est terminé pour cette visite du musée de l'espace. J'espère ultérieurement en faire une autre pièce. Faudra que je trouve qu'est-ce que je peux en dire, mais je pense que j'aborderai surtout le sujet de la vie ailleurs dans l'univers. Où est-ce que ça peut exister, dans quelles conditions, sous quelle forme, etc. Et puis on verra. J'espère que ça plaira autant. Je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous dis à une prochaine.